Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. À la une cette semaine, la crainte d'un appel d'air migratoire aux États-Unis avec la fin des restrictions anti-Covid-19. Américains et Mexicains s'inquiètent d'une arrivée massive de sans-papiers. On va vous en parler dans quelques instants avec Gauthier Rabinski. Nous reviendrons aussi sur cette condamnation à l'unanimité d'un jury new-yorkais. Donald Trump va devoir verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts à une ex-journaliste. L'ancien président a été reconnu coupable de son agression sexuelle. Et puis, reportage de nos équipes au Brésil. Pour finir, on va s'intéresser aujourd'hui à un décret signé par le président brésilien et passé quasi inaperçu. L'objectif, une fonction publique à l'image du pays plus noir et plus métisse. Commençons d'abord par ce numéro par ces images de migrants affluents ces derniers jours par centaines à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Tous s'imaginent une vie meilleure au sein de l'Eldorado américain. Ils espèrent aussi profiter d'une législation moins répressive. L'administration Biden s'apprête effectivement à lever une mesure décidée pendant la pandémie et qui permettait de renvoyer les sans-papiers sans délai. Les autorités, tant américaines que mexicaines, s'inquiètent du coup d'une hausse conséquente des arrivées. Alice Broga. Après des heures d'attente, la tension monte devant ces bureaux de migration à Tapachula, dans le sud du Mexique. Ils sont des centaines, entrés par la frontière avec le Guatemala tout proche, à se presser pour tenter d'obtenir avant vendredi un passage sûr pour atteindre les États-Unis. Nous devons nous y rendre le plus vite possible. J'ai entendu aux informations qu'ils allaient fermer la frontière et qu'il fallait passer avant le 12 mai. Beaucoup craignent de ne plus pouvoir entrer aux États-Unis après jeudi, date d'un changement de la politique migratoire américaine. L'administration Biden a annoncé la levée d'une mesure prise sous Donald Trump qui permettait d'expulser les migrants sans délai au nom de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Certains candidats à l'exil craignent que le cadre légal devienne plus restrictif à partir de vendredi. Mais à l'inverse, les autorités américaines redoutent, elles, un pic d'entrée illégale. Près de San Diego, en Californie, les autorités sont déjà débordées. Des centaines de migrants attendent depuis des jours, coincés entre deux postes frontières. Pour épauler la police aux frontières, l'administration Biden a prévu de déployer 1500 soldats supplémentaires. Le gouverneur du Texas a lui annoncé la création d'une nouvelle unité, la Force frontalière tactique du Texas. Ils seront déployés dans des points chauds le long de la frontière pour intercepter, repousser et refouler les migrants qui tentent d'entrer illégalement au Texas. En un mois, le nombre de migrants appréhendés par les gardes-frontières américains a déjà augmenté de 13%. Voilà, beaucoup prédisent la semaine de tous les dangers à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour Elisabeth. On va plus loin avec vous aujourd'hui. Peut-être commencer par nous rappeler en quoi consiste cette clause 42, comme on l'appelle. Alors, c'est pas très compliqué. C'est une clause Title 42 qui date de 1944 et qui permet au gouvernement américain de refouler des migrants au motif qu'ils sont porteurs de germes ou d'une maladie, et donc pour ne pas contaminer la population américaine. Ça veut dire aussi qu'il ne doit pas y avoir de centre de rétention, puisque ça peut être justement ce qu'on a appelé un cluster. Cette mesure a été appliquée par Donald Trump, par l'administration Trump, et elle a pour caractéristique de refouler immédiatement tous migrants, y compris ceux qui sont habilités et qui sont en droit de déposer une demande d'asile aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est une mesure radicale. Deuxième détail qui a son importance, elle ne produit pas, elle ne génère pas de poursuites pénales contre ceux qui sont expulsés ou refoulés. C'est-à-dire qu'ils peuvent, dans le futur, même dans la même journée, se représenter à la frontière, tenter de la franchir par quelque moyen que ce soit, par le Rio Grande par exemple, quand il s'agit de la frontière avec le Mexique, à travers ou au-dessus du mur, peu importe. Et donc c'est ce qui donne un flux, au sens le plus statistique du terme, pardonnez-moi le terme, mais un flux massif, puisque plusieurs fois, plusieurs tentatives peuvent être essayées, tentées précisément par les mêmes personnes. Et donc, si vous voulez, ça a un effet important sur les esprits, puisqu'on dit on ferme la frontière, on est radical, on ne permet pas l'entrée, etc. Mais en fin de compte, sur le plan de la gestion des migrations, c'est quelque chose d'assez qui génère plutôt l'anarchie et le désordre.
Est-ce qu'il faut s'attendre dans ce contexte à un changement de la politique migratoire américaine? Est-ce que Joe Biden dispose d'une marge de manœuvre? C'est compliqué parce que lui, évidemment, avait fait appel à la raison et au sentiment des Américains à la fois. C'est-à-dire en ce qui concerne bien sûr le passé des Américains sur la migration, l'immigration, tout ce que cela a apporté aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que depuis qu'il est au pouvoir, il a continué à jouer sur cette clause 42 parce qu'elle était commode, et que maintenant il cherche à revenir à des positions, on va dire, plus démocrates, et que la clause qui pourrait, elle, entrer en jeu, qui s'appelle la clause 8, eh bien, elle permet d'entamer des poursuites pénales contre ceux qui se présentent illégalement. Et donc, le problème n'est pas réglé, parce que d'un côté, vous n'avez pas cette démagogie, certes, mais vous pénalisez et vous mettez des militaires, comme l'a fait Joe Biden. Il y a encore 1500 militaires qui viennent d'arriver à la frontière mexicaine. Vous vous servez des États comme le Mexique, qui est de fait obligé d'accueillir un certain nombre de migrants sur son territoire, et fondamentalement, vous ne réglez rien. Ça veut dire que pour les migrants, ça n'est pas forcément un appel d'air, mais ce n'est pas forcément une incitation à y aller, dans la mesure où ils savent très bien que là, ils seront sujets à des poursuites pénales, et qu'au fond, Biden, et j'en terminerai là, il est aussi victime de son opposition républicaine, et surtout dans le domaine des finances. L'opposition républicaine dit « nous ne financerons aucun projet de Biden », même si au fond certains vont dans le même sens, parce que c'est Biden qui le fait, et que idéologiquement nous sommes contre la migration. Dernier point, ces mêmes républicains, dont certains proviennent de l'immigration, sont aujourd'hui vent debout contre ce qui a fait une partie de la grandeur et de la richesse des États-Unis. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage sur ce dossier. Le reste de l'actualité cette semaine du continent est marqué aussi par des chiffres, vous allez le voir, édifiants en Haïti. De nombreux morts, très nombreux morts même pour le simple mois d'avril. Il y a aussi cette condamnation par la justice de New York de l'ancien président américain Donald Trump, reconnu coupable d'agression sexuelle. C'est tout de suite, c'est le News in Brief. À New York, le verdict est tombé. Donald Trump est condamné pour agression sexuelle. E. Jean Carroll l'accusait de viol dans une cabine d'essayage en 1996. Et après 2 semaines de procès, elle est sortie du palais de justice avec un grand sourire. De son côté, l'ancien président américain a réagi en affirmant qu'il ne connaissait pas cette femme, mais il doit lui verser 5 millions de dollars d'indemnité alors qu'il brigue un nouveau mandat en 2024. Dans la capitale haïtienne, un marché en feu et des pompiers qui manquent d'eau pour arrêter les dégâts. D'après l'ONU, plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril dans une vague de violence extrême qui frappe Port-au-Prince. Ici, des Haïtiens manifestent pour l'augmentation du salaire minimum et surtout pour plus de sécurité. Ce pays doit changer. On demande de la sécurité. Il faut cesser de violer les femmes qui vont à l'usine chaque jour. On nous viole, on nous tape dessus sur le chemin du travail et encore après le travail. Il faut restaurer la sécurité dès maintenant. Viol, enlèvement, règlement de compte. D'après l'ONU, le chaos grandit à Haïti à mesure que les gangs étendent leur contrôle. Au Chili, la droite et l'extrême droite sont à la fête après une victoire sans appel à l'élection du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas nous, mais le Chili qui a voté contre ce gouvernement incapable. Un gouvernement progressiste qui avait tenté vainement en 2020 de réécrire la Constitution héritée de la dictature Pinochet. Si près de 80% d'électeurs s'étaient rendus aux urnes pour un nouveau texte fondamental, la plupart d'entre eux avaient rejeté les propositions du pouvoir en place. J'invite le Parti républicain, qui a gagné une indiscutable majorité, à ne pas répéter les erreurs que nous avons commises. Ce processus électoral n'est pas une affaire de vendetta. Il doit placer le Chili et son peuple avant les intérêts personnels. L'avenir de la réforme est désormais incertain, alors que le Parti républicain est peu enclin à transformer le cadre néolibéral institué par Augusto Pinochet.
Notre chiffre de la semaine est un taux 30%. Luis Inácio da Silva vient de signer l'augmentation des quotas de personnes noires au poste dit de confiance dans l'administration publique. Le décret est presque passé inaperçu et pourtant il s'annonce comme une petite révolution dans un pays où plus de 50% de la population est noire ou métisse. C'est un reportage de nos correspondants Fanny Leter, Amine Guidara et Thiago Machado. À Brasilia, dans le quartier des ministères, l'uniforme est souvent le même. Costume, cravate, tailleur et peau blanche. Dans un pays où plus de 50% de la population est noire, au cœur du pouvoir, l'élite est loin de représenter la société brésilienne. Directrice de la politique des actions positives du tout nouveau ministère de l'égalité raciale, Ana Venturini organise ce jour-là une réunion sur le sujet. Dans l'Assemblée, une grande majorité de Noirs à des postes haut placés, une exception qu'elle veut transformer en généralité. Ce décret a été créé avec un objectif bien précis, de viser les postes de la haute fonction publique qui ne sont pas accessibles via la politique de quotas. La loi des quotas prévoit des places dans les concours publics fédéraux en général, mais ce dont nous nous sommes aperçus grâce à une enquête, c'est qu'il n'y a pas de quotas pour les postes dits de confiance, de décision, auxquels les concours ne s'appliquent pas. Un plafond de verre qu'il faut briser dès l'université. Au Brésil, depuis 2012 et le gouvernement de Dilma Rousseff, les facultés appliquent des quotas pour les élèves noirs, métis, indigènes et de milieux sociaux défavorisés. Mais plus les études se font longues, moins cette diversité se fait ressentir. Aucun quota n'est imposé au niveau national en doctorat. Les universités décident d'elles-mêmes, comme ici. Rio a été l'une des pionnières. L'objectif final, c'est que la politique des quotas devienne caduque, qu'on ait enfin dans tous les doctorats une représentation de la diversité de la société dans son intégralité. Ce qu'il faut, c'est que cette nouvelle élite donne des ailes aux jeunes qui commencent à étudier, qu'ils puissent se dire « je peux y arriver ». Pour ces étudiants qui estiment avoir attendu trop longtemps, le gouvernement espère atteindre les quotas de 30% dans la haute fonction publique d'ici à fin 2026. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Vous avez remarqué qu'il y a quand même une vraie révolution. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.